Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on reçoit les deux cofondateurs de Brasserie Bélanger. Ils tentent de dépoussiérer les brasseries françaises et franchement, ils le font avec beaucoup de succès. Générique. Hello Victor et Charlie. Victor et Charlie ou Victor et Charles? Alors, Charlie, c'est plus sympa. Écoutez, bienvenue sur le plateau de Tomorrow Food. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir et de vous recevoir aujourd'hui. Ce que je vous propose pour qu'on attaque directement, c'est de nous parler un petit peu de l'histoire du projet. Pour ceux qui ne connaissent pas aussi, comment tout ça est né. On revient en 2017, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, début du projet en 2017. Enfin, alors, on s'est rencontrés avec Charlie en 2017. Moi, je suis ingénieur de formation à la base. Ouais. Après un abandon de poste volontaire, on va dire, j'ai décidé de me réorienter dans la food. En gros, j'avais toujours eu envie de monter un restaurant. Et donc, je me suis dit, pour monter un resto, il faut que je m'y connaisse en cuisine. Je pensais qu'en regardant Top Chef, j'étais un super cuisinier. Donc, j'ai tout de suite postulé à Ferrandi, où j'ai fait CAP cuisine, CAP pâtisserie. Et en gros, à la fin de mon CAP pâtisserie, j'ai rencontré Charlie. Enfin, par l'intermédiaire d'un pote en commun. On s'était rencontrés un petit peu avant au Brésil. On avait un pote en commun qui avait fait la même école d'ingé que Victor. On s'était bien entendu au Brésil. Et moi, je suis parti de mon taf après ces vacances au Brésil. J'ai commencé à réfléchir à un projet dans la restauration. Et au bout de 2-3 mois, quand je commence à bosser sur ce projet, il y a mon pote Tony qu'on avait en commun qui me dit « Putain, tu te souviens de Victor avec qui on était au Brésil, il a arrêté l'ingé, il a arrêté le conseil pour se lancer dans la restauration, il est en train de faire un CAP. » Et à ce moment-là, on s'est revus, on s'est rencontrés, on avait les mêmes valeurs, la même vision et on a commencé à bosser ensemble. On aimait bien boire des bières. Ouais, on a bu beaucoup de bières. Généralement, monter un projet, ouvrir des bières, ça va un peu de pair. Au début, c'est dans les bars qu'on s'est rencontrés. Ça avait bien marché. Et du coup, comment ça s'est passé? Dès le départ, vous vous êtes dit « Ok, on va faire des brasseries ». Non, pas vraiment. Alors moi, on savait qu'on voulait faire un truc lié au terroir français. On est tous les deux ultra franchouillards. Ce qui nous fait kiffer, c'est le beurre, les saucisses purées, les bœufs bourguignons et tout. Donc on a commencé un peu à chercher les créneaux ou des projets dans ce type de restauration. Et en fait, on a vite vu que on avait probablement les meilleurs gastros au monde, mais ça ne nous faisait pas kiffer. Probablement les meilleurs bistrots au monde, mais c'était pas ce qu'on avait envie de faire, parce qu'on était déjà très bon en France là-dessus. Et on s'est dit, putain, la brasserie, tous les plats de brasserie, on a des super souvenirs là-dedans. C'est une gastronomie qui est ultra intéressante. Et pourtant, on n'y va plus. En tout cas, nous, jeunes, je trouve qu'il y a un peu moins d'attractivité dans ce type de restauration. Donc on a commencé à creuser le sujet de la brasserie en disant comment on va pouvoir l'améliorer. Et c'est comme ça que c'est parti. Ouais, tout de suite, on savait qu'on voulait monter un truc dans la restauration avec Charlie, mais on voulait pas du tout conceptualiser. C'est-à-dire qu'on voulait pas faire du monoproduit, on voulait faire quelque chose de simple, mais bien fait. Et on est persuadé avec Charlie que si tu montes un resto avec des bons produits, pas trop chers, dans un lieu cool, avec des serveurs cool, c'est que t'as tout gagné, quoi. Donc c'est comme ça qu'est parti le projet. Du coup, on a testé plein de brasseries pour faire ce constat-là. On a testé une bonne 50aine de brasseries à Paris, je pense. Et il y avait toujours des trucs bien, mais il y avait aussi toujours des trucs un peu moins bien, surtout au niveau des prix, au niveau même du lieu. C'était souvent... il n'y avait pas un mec de 25 ans là-dedans. Souvent, le cliché du serveur parisien qui faisait un peu la gueule. Donc, on a, à la suite de ce constat-là, bossé pendant quasiment... plus d'un an et demi, pour savoir comment on allait réussir à améliorer tout ça et monter notre brasserie à notre image. Parce que les brasseries, en fait, ça englobe plein de types de restos. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, ça veut tout rien dire, une brasserie. À une brasserie, tu peux avoir le resto d'à côté qui peut faire bar PMU, qui te sert des plats à 10 €. Ouais, exactement, tabac, pardon. Aussi bien des brasseries institutionnelles, quoi. Tu prends la Coupole, c'est l'une des plus grosses brasseries. Mais qui est en perte de vitesse et qui a voulu se renouveler d'ailleurs. Et nous, on s'est dit qu'on voulait prendre tous les bons côtés de chaque type de restauration pour en faire notre projet, quoi. Pour en faire votre projet. Ouais. Magnifique. Putain, superbe. Bah oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, brasserie, tu as à la fois ce truc de le mec chemise, petit gilet, ta pièce de viande à 44 balles, et effectivement le bar tabac PMU / brasserie dans lequel tu as tous les mecs qui boivent leur café et toi, tu peux t'attabler et manger ton entrecôte de frites à 22 balles, quoi. Et donc là-dedans,
vous avez essayé de mettre un curseur. En fait, dans ces deux brasseries, tu as des croque-monsieur et tu as des entrecôtes, comme tu dis. En fait, au niveau de l'offre bouffe, c'est quand même assez similaire. Tu retrouves quand même des plats, des grands classiques de brasserie. Tu les as soit dans les PMU, soit dans les institutions, soit dans les brasseries d'angle de quartier. C'est toujours plus ou moins les mêmes plats qui s'y retrouvent avec un panel très très large, mais c'est des classiques de brasserie. Donc on s'est dit, voilà, on va reprendre ces plus gros classiques de brasserie. On va essayer de comprendre comment on peut les travailler de saison avec des super produits, les vendre pas trop cher. Avec un mec qui fait pas la gueule aussi. Ça j'ai bien compris. Comment ça s'est passé du coup? Vous avez bossé dans votre coin, vous avez été voir des gens, vous avez entamé des discussions. Comment le processus de création vraiment à part entière s'est fait? Le processus, déjà on n'avait pas d'oseille. C'est vrai. Ouais, on est. T'avais pas 150K sous le tapis. Ouais, exactement. Ouais. Moi, en gros, j'ai tout l'argent que j'avais gagné dans mon cabinet de conseil, je l'ai mis sur les 2 années à Ferrandi, qui est une école formidable que je conseille à tout le monde d'ailleurs, tous les passionnés de cuisine. Et donc sorti de ce projet-là, j'avais plus un rond. J'ai rencontré Charlie. Moi, j'ai mis à peu près 5 000 € dans le projet, je crois. Charlie un peu plus. Et on s'est dit, ok, si on veut aller chercher des bons produits, il faut qu'on parte faire un tour de France. Ouais, c'est ça le point de départ. Et puis c'est assez fondateur, quoi. Tu pars avec ton associé. Moi, je le connaissais quasiment pas en fait, Charlie. Et on est partis tous les deux avec une caisse. On a fait le tour de. Alors, on faisait par région. On s'arrangeait toujours pour avoir une petite distillerie quand même à la fin. Truc sympa. C'est sympa, la région de Cognac, c'est des super souvenirs. Ouais, en fait, tu pars de ce constat-là. Dans la restauration, c'est assez facile. Les fondamentaux, t'as l'ambiance du resto, t'as le service, t'as les prix et la qualité de ce que tu bouffes. On a pris ces 4 piliers pendant 1 an, on a essayé de les améliorer et de comprendre pourquoi en brasserie, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle brasserie, il y avait parfois des petits soucis de prix ou de service ou d'ambiance de manière générale. Et donc on a bossé vraiment sur ces 4 trucs-là pendant 1 an pour essayer de les améliorer. On s'est dit, si on arrive à les améliorer 5-10%, peut-être qu'il y a un truc à faire. En tout cas, essayer de rajeunir un peu tout ça, quoi. Ok. Ouais, parce que le prix, c'est un gros sujet, quoi. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est arrivé, on s'est dit, bon, ok, on part du constat que les jeunes vont plus dans des brasseries parce que c'est trop cher. Mais il fallait comprendre aussi pourquoi c'était trop cher. Donc tout de suite, on a voulu analyser le prix des produits. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand tu passes par Rungis, ton poisson que tu achètes à Rungis, il est passé par le pêcheur, la criée, le marailleur, leur vendeur à Rungis, le transporteur. Donc on s'est dit, bon, en fait, c'est normal que chaque intermédiaire prenne un petit pourcentage, quoi. Donc on s'est dit que pour tous les produits, il fallait aller sourcer les produits en direct, quoi. Donc on a été voir des producteurs de pommes de terre, de charcuterie, de beurre, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on arrivait à casser les prix, à avoir un prix juste, quoi. Ouais. Un prix qui rémunère aussi bien le producteur et qui nous permet d'avoir des prix bas, quoi. Et d'avoir des produits de super qualité. Ouais. Ce qui est quand même génial, hein, sur le papier, quand vous le dites comme ça, c'est un peu faussé, j'ai déjà mangé plusieurs fois, donc je sais que c'est bon, mais dit comme ça, c'est une belle promesse en tout cas. Il y a le service aussi, on en a profité pour faire le tour des écoles de cuisine aussi. Ouais. Ça, c'est un Vous avez fait restaurant d'application un peu? Ouais, c'est très cool d'ailleurs. On s'est dit de toute façon, faut savoir qu'à la brasserie Bélanger, la moyenne d'âge c'est 25 ans. Et on est persuadé qu'on préférera quelqu'un qui a peu d'expérience mais qui a la dalle plutôt que l'inverse, quoi. Plutôt qu'un mec plein d'expérience mais qui fait la gueule. C'était pas du tout notre ADN. C'est pour ça qu'on a un gros processus aussi de formation de notre staff, et qu'en haut, au poste de directeur, de chef, on est des personnes qui ont énormément d'expérience, quoi. Et d'où les écoles de cuisine, parce qu'on bosse que avec des mecs qui ont envie de faire carrière dans la restauration. Ouais. On n'a jamais pris d'extra, on n'a jamais pris de job alimentaire. C'est génial, hein, de pouvoir faire des jobs alimentaires, mais nous, on a envie de construire un projet dans le temps, et on n'a que des mecs qui sont là depuis longtemps. Et justement, d'où le tour des écoles de cuisine, c'est pour aller recruter les mecs qui, à la base, étaient déjà passionnés de cuisine, quoi. C'est très intelligent de faire ça, parce qu'aujourd'hui, recruter, c'est quand même pas forcément le truc le plus facile. Bon, en ce moment, il y a beaucoup de monde sur le marché, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de restos ouverts. Ouais. Et on continue à le faire, hein. On continue à faire des présentations au moins une fois par mois dans plein d'écoles de cuisine, et on est persuadé que c'est la clé, quoi. Super. Donc du coup, le projet commence à se dessiner, des rencontres, vous partez faire ce tour de France. À quel moment vous dites ok, go, là ça y est, c'est parti, on se met à chercher un local ou on se met à chercher de l'argent, par quelles étapes vous êtes passé?
Avant ça, une fois qu'on a ces 4 piliers un peu dont je parlais tout à l'heure et qu'on a beaucoup travaillé dessus, on se dit, bon, avant de se lancer sur un projet qui implique beaucoup de sous financièrement et qui est assez impliquant, on va peut-être tester ça avant dans un petit truc et se faire la main sur la gestion d'un resto, parce que moi j'avais fait un peu de service, surtout Victor était en cuisine, mais on n'avait jamais géré un restaurant. Et donc on voulait quand même faire un petit crash test si c'était possible. Pas débile. Ouais, vraiment. Mais c'était assez galère à trouver parce qu'on s'est dit, on avait cette idée de faire un resto éphémère pour tester un peu notre réseau logistique, les produits qu'on avait trouvés, comment organiser tout ça. On a un peu galéré, mais on a fini par trouver un deal avec un mec qui avait un petit rad à Belleville. En gros, on lui a dit, si tu veux, on reprend le resto pendant 3 mois et puis on partage les bénéfices. Il n'était pas très chaud au début, mais on a fait un week-end test, ça a super bien marché. Et donc, du coup, on est resté là-bas pendant 3 mois. 3 mois très très compliqués. Intense. Ouais, on a fait plein de conneries. Ouais, intense, ouais, on fait pas mal de conneries. Mais c'était super. Petite anecdote, on n'avait pas de plonge par exemple. Tu vois, ça, on c'est est quand important. même, ouais, c'est un truc. Tous les soirs, on faisait la plonge, quoi. Ni au bar, ni en cuisine. Ouais. Même pas une petite machine à verre. Non, super. On en avait, non, c'est même pire parce qu'on en avait acheté une sur le Bon Coin qui marchait pas. Voilà. Et tu la regardais tous les soirs. Ouais, exactement. Mais ça a vraiment permis de construire le projet, même de commencer à communiquer. Je pense que d'avoir les retours de notre entourage et même des clients qu'on connaissait pas, c'était hyper important. De tester aussi nos producteurs, parce que et ça nous a permis d'ailleurs d'ajouter des producteurs et d'en sortir. La partie producteur est très intéressante parce que on était persuadé au début qu'il fallait passer par des petits producteurs. Tout le monde aime bien ce mot, rajouter petit producteur. Donc au début, on allait voir la petite productrice qui faisait ses chèvres, qui était très bon quand on y allait, mais en fait, on se rendait compte qu'elle avait pas le débit, ouais, que la livraison n'était pas assurée. Donc en fait, on a sorti des petits producteurs. On préférait des producteurs qui avaient une certaine aura dans leur région, quoi. Ok. Et déjà un réseau logistique, quoi. Donc les 3 mois se terminent. Ouais. Là, vous vous dites, ok, feu, on y va, ou il y avait encore des doutes? Non, là on n'avait toujours pas d'argent. Oui. Alors, partons du principe que l'argent il est là. Ouais. On ne sait pas exactement où encore. Du coup, le premier truc c'est ça, c'est trouver de l'argent. Ouais. Maintenant qu'on s'est bien marré, il faut trouver du pognon. Parce que nous, notre projet il pouvait que tenir si on avait un peu de volume, parce qu'on voulait vraiment, l'essence même du projet c'est de faire des petits prix et de réunir le plus de monde possible. En tout cas, les clients les plus différents possibles. Donc d'avoir une marge plus petite. Ouais. Plus petite. Et donc, du coup, faire du volume. Et ça implique nécessairement des fonds. Et donc, on est allé chercher des financements. Donc, on est allé voir des gens qui avaient des sous. Par définition. On a d'abord fait un PowerPoint chez Charles. On récitait devant un miroir notre pitch en faisant des slides. Et on a demandé à notre entourage, tu sais pas, il n'y a pas un mec qui a vendu une boîte ou quoi, qui serait chaud, parce que nous on n'a pas énormément de contacts. Donc on va voir le premier mec. Alors ils étaient tous très intéressés. Alors sur les 100 entretiens qu'on a fait, ils sont tous très intéressés, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On s'est pris quand même 2-3 bâches en frontal. Oui, on s'est pris des bâches en frontal aussi. Ouais. Mais dans tous les cas, à chaque fois un rendez-vous a amené un autre rendez-vous, et petit à petit on a réussi à trouver les 11 investisseurs qui nous ont accompagnés, quoi. Ouais, petit à petit, mais au bout de bien 6 mois quand même. Oui. On en a rencontré une bonne centaine de mecs. Et là vous étiez tous les deux à fond là-dedans, à presse sur presse. Ouais. On était. De toute façon, on est persuadé avec Charles que quand tu veux monter ton projet, tu es obligé d'être à fond à 100%. Tu peux pas avoir un à côté. Moi j'étais au RSA, je galérais, mais en tout cas, si le projet a marché, je pense que c'est parce qu'on y était à 100%, quoi. Donc là, 11 investisseurs, les fonds sont réunis. Je présume que là, on passe dans le classique de recherche de local, on construit tout ça. Ouais. Est-ce que vous l'avez vécu comme une super aventure, ce premier établissement, ou est-ce que c'était un enchaînement de galères les unes après les autres? C'était top. Le truc qui est un peu touchy et que je regrette pas qu'on ait fait, c'est on a enclenché la recherche du local en même temps que la recherche de fonds. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le jour où on a signé Bélanger, on avait clôturé la levée de fonds et l'emprunt bancaire vraiment à 24 heures près. Donc tu as quand même cette montée de stress. Tu es sûr que tu vas y arriver. Mais je me rappelle, les derniers fonds qu'on a trouvés, c'est Jules, hein, si tu nous regardes, c'est un pote. C'est un Paul qui nous manquait 20 000 euros.
Et un soir, on était en train de prendre un apéro et je lui fais putain, en fait, il nous manque 20 000 € et tout. Il me fait envoie-moi une presse, on va voir, on sait jamais. Il manquait 40. Oui, il manquait 40 parce qu'il y avait son frère aussi. Et le lundi, il a fait allez, banco, je vous fais confiance. Et après, tout s'est goupillé comme ça et on a ouvert Bélanger, quoi. Putain, bravo les gars. Ouais. Quand on voit le résultat. C'est un gros raccourci. Ouais, c'est vrai. Il s'est passé pas mal de choses. Là, devant les caméras, c'est super. J'imagine bien que ça ressemblait pas spécialement à ça tous les jours. Mais en tout cas, chapeau, parce que mine de rien, c'est un nouveau modèle de restauration. C'est-à-dire que là, vous passez pas par le classique du. Enfin, pour les restaurateurs qui nous regardent, on connaît tous le moi, en dessous de 25% d'apport, passer par de la dette bancaire. Là, l'idée de se dire, OK, on a un projet ambitieux, on a un modèle qui est différent du modèle classique où on va étirer nos marges au maximum pour être sûr de rentabiliser et d'avoir un EBITDA positif. À l'inverse, là, c'est de se dire, OK, il y a un vrai challenge, il faut aller chercher du volume, mais tout ce projet-là, vous avez réussi d'une manière ou d'une autre à convaincre, enfin, vous avez même pas d'une manière ou d'une autre, vous avez convaincu des financiers, qui sont quand même pas les mecs les plus à l'aise avec la restauration. Je veux dire, on le sait tous. Ils y connaissaient rien. Ils y connaissaient absolument rien. D'ailleurs, c'est pas tout à fait les financiers. C'est généralement, on a rencontré vraiment voire 100 plus, même peut-être 150 personnes dont une bonne partie étaient des financiers, mais les mecs qui ont investi chez nous, c'était généralement des entrepreneurs qui avaient déjà monté les boîtes et qui avaient rendu leurs boîtes et qui savaient un peu ce que c'était que la fibre entrepreneuriale. Donc c'était pas vraiment des financiers. Ouais, je pense qu'ils misaient plus sur nous que sur le projet. Je pense qu'ils nous trouvaient sympas. Allez, tiens, un peu des deux quand même. Ouais, un peu des deux, mais j'espère qu'ils croyaient quand même un peu en le projet quand même. Ouais. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les financiers, c'est vraiment les mecs qui nous ont fait confiance. Plutôt les business angels. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, des entrepreneurs. Okay. Et puis pour eux, on en a 11, c'était pas, il y a eu un plus gros ticket, mais c'était pas des énormes montants. Donc, et après, il y a eu la dette, il s'est passé pas mal de trucs. Oui, j'imagine. Tout ça nous amène à l'ouverture de Bélanger. On est en avril 2019, c'est ça ? Ouais, exactement. Ouais, 24 avril 2019, la soirée de presse. La petite anecdote, on a testé la plancha 2 jours avant, si tu veux, parce que nous, on était pressés d'ouvrir, parce qu'à un moment, tu as un budget aussi à respecter. Oui. Donc, on avait lancé toutes les invites de presse et tout. On s'est rendu compte qu'il y avait encore du placo sur les murs quand on avait lancé les invites de presse. On était... C'est bien, c'est ambitieux. Et très rapidement, alors c'est peut-être un coup de chance, mais très rapidement, on se retrouve à faire 400 couverts jour, quoi. Je pense que le deuxième jour, il y a 400 personnes qui arrivent. Donc là, tu essaies de gérer tes flux et tout. On a fait énormément de com, mais au début, c'était une galère, quoi. Moi, j'étais en salle, je me rappelle, premier service, j'amène une assiette de rillettes, il n'y a plus de pain. Mais vraiment le con, quoi. Tu vois, tiens, prenez vos rillettes. Pas de pain ? Ouais, il n'y a pas de pain. Merci. Donc, tu pars chez les voisins en courant, s'il vous plaît, dépannez-moi du pain, et les 23h. L'ouverture, c'était probablement le truc le plus dur qu'on a eu, en tout cas personnellement, que j'ai eu à gérer dans ma vie, quoi. C'était ces 3 mois où tu dors pas, où c'est compliqué, mais à tous les niveaux, quoi. Au niveau humain, staff, toutes les galères que tu as à gérer. On a eu beaucoup de chance, comme dit Victor. En fait, on a eu le jour de l'ouverture. On avait eu des articles, mais on a eu surtout François-Régis Gaudry qui était au comptoir le soir de l'ouverture. Et 3 jours après, on avait une double page dans l'Express. Et ça nous a fait un gros boom dès le début. Donc merci François-Régis Gaudry. Merci beaucoup pour ce coup de main. Il nous avait pas prévenu qu'il venait. Hein. Non, pas du tout. Moi, je l'ai reconnu, tu vois. J'étais voir le chef, je fais oh là là, ça c'est chaud. Et il était au comptoir. Oui, il était au comptoir, mais en face du chef. Mais d'ailleurs, si ça a marché aussi, c'est grâce à nos équipes, tu vois. Depuis le début, on a le même chef pâtissier, même second, qui sont hyper talentueux. Franchement, sans eux, on n'en serait pas là. Pareil sur l'équipe en salle. C'est vraiment grâce à eux et putain, je comprends pas qu'ils aient pas douté de nous à un moment parce que on sortait de. Je me rappelle le chef qui travaillait 7 jours sur 7 pendant 2 mois, je pense. Si je peux vous rassurer, c'est le cas de beaucoup de restaurateurs et la majorité des ouvertures. Enfin, ça n'existe pas l'ouverture parfaite. Si l'ouverture est parfaite, c'est qu'a priori t'as mal. C'est que la merde, elle va tomber après et elle va être 2 fois plus hard. Mais en tout cas, moi, je salue aussi cette comment dire. Il y a beaucoup de restaurateurs qui aujourd'hui n'ont plus envie d'attendre. Tu vois, ce truc de j'ouvre, je crée une clientèle, je crée et l'émulation, elle peut se faire potentiellement post 6 mois, post 1 an, voire pour certains, c'est 3-4 ans après que d'un coup, c'est un journaliste, un truc et hop, ça monte. Et effectivement, comme vous, il y a plein d'autres restaurateurs qui ont fait le choix d'investir
parce que tout ça, la communication, les RP, tous ces trucs-là, on va pas se mentir, c'est aussi de l'argent que vous avez investi dès le départ pour justement avoir ce flux tendu quasiment dès le départ. Donc bravo en tout cas pour cette ouverture. Merci. Presque une première année complète, c'est ça ? Ouais. C'est ça. Aujourd'hui là, ça fait 1 an et demi. Et je me rappelle que il a une vraie année complète sans le Covid, quoi. C'est ça. Pour la petite anecdote, le premier PowerPoint qu'on avait fait, où on avait fait une estimation des chiffres qu'on allait faire et du nombre de couverts. Et 1 an après, on l'a ressorti. On avait fait exactement la même chose avec un petit peu plus, quoi. Un petit peu plus, mais quasiment la même chose, quoi. Donc et quand on écrivait le PowerPoint, on n'y croyait pas du tout. Parce qu'on était en train de convaincre des mecs que c'était génial, mais on n'y croyait pas du tout. Oui, je vais faire 1200 couverts jour avec 60 places. Qu'est-ce qui se passe Je sais pas si je dois dire ça, mais bon. Non, mais en même temps, c'est aussi le jeu de l'entrepreneuriat. Ouais. Il y a un moment, bon, a priori, vous avez fait le taf pour garantir l'expérience et la qualité et dans les plats et dans l'atmosphère et la déco, parce que mine de rien, l'établissement est quand même. Il y a une patte, il y a un truc. Vous êtes allé chercher, vous êtes allé plus loin que la majorité des restaurateurs. Déjà, nous, on voulait. On est persuadé que dès que tu as une cuisine ouverte, dès que tu vois les cuisiniers travailler, tu as tout de suite une atmosphère qui se crée, quoi. Et c'est pour ça que, on s'est dit aussi qu'il fallait investir dans la déco, faire une ambiance, faire un style. Et on a été voir des architectes anglais qui s'appellent B3. Franco-anglais, ouais. Qui s'appelle B3 Designer. En fait, on a vu pas mal d'architectes en France et de manière générale, tous les architectes des brasseries sont souvent les mêmes. Et c'est pour ça que les brasseries se ressemblent. Donc nous, on était persuadés qu'il fallait aller voir ailleurs. Et on est tout de suite tombé amoureux de ce cabinet qui s'appelait B3 Designer et qui a très bien compris notre vision. Ouais, c'était assez génial parce que c'était des mecs, on digresse un peu, mais on digresse, c'était une super partie du projet parce que effectivement, les archis, on en a rencontré, je sais pas, peut-être une trentaine, beaucoup en France et un peu à l'étranger. Et eux, c'était déjà les Londoniens, ils sont les dossiers qui rentrent de resto, les mecs ils font ça depuis 30 ans et franchement ils sont ultra pointus. Et en plus dans ce cabinet il y avait une Normande et une Bretonne qui connaissaient parfairement la brasserie et donc ça a créé un truc qui a bien fonctionné. Maintenant, quand on reparle un peu du début du projet, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi une grosse partie de chance. En vrai, non, mais c'est vrai. On a un projet super, on arrive à trouver des financements, enfin super, j'en sais rien. En tout cas, on essaie de faire un truc bien. Mais après, rencontrer les équipes qu'on a, parce que c'est clairement grâce à eux qu'on a réussi à construire ça, c'est des rencontres. Pour le coup, on a juste eu de la chance, quoi. Donc, merci à toutes les équipes, parce que c'est ça qui fait le projet. Merci d'avoir passé ces 3 mois d'ouverture où putain c'était dur et maintenant avec du recul c'est cool de voir qu'on est en train de se développer, qu'il y a des mecs qui sont arrivés commis, qui n'avaient jamais touché un couteau, qui maintenant vont passer chef et ça c'est trop cool, quoi. C'est vraiment trop cool. Maintenant qu'on a parlé de plein de trucs positifs, parlons du Covid. Voilà, on va commencer gentiment mais sûrement. Je mets les 2 pieds dans le plat. Mi-mars 2020, celle-là on l'a pas anticipée, a priori j'imagine que fin décembre 2019 vous n'êtes pas dit oula attends, faisons attention, dans 2 mois et demi on nous ferme. L'État nous annonce mi-mars 2020 que la France ferme, les restaurants ferment. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, les gars ? Moi, j'y croyais pas. On peut demander à Charlie, mais vraiment 2 jours avant l'annonce, et un jour, je fais mais non, attends, Charlie, c'est bon, tranquille. Qu'est-ce qu'ils ont avec ces trucs-là ? Et je sais pas comment on l'a appris. Ouais, mais c'est exactement ça. Le truc déjà qui est hyper dur, c'est qu'on te l'annonce et on te dit vraiment, je sais plus, je crois que ça s'est joué à 24 heures, quoi. Ouais, on dit bon demain tu fermes, quoi. Même pas, c'était 20h je crois que le samedi c'était 20h pour le minuit, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc déjà le premier truc que tu fais, tu vas voir tes stocks, tu fais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, avec ça. Tu bois une bière. Tu bois une bière. Des trucs, tu bois une bière. Gestion des stocks, gestion de crise. D'un seul coup, tu as toutes tes équipes qui viennent te voir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Toi, t'en sais rien non plus. Donc, rapidement aussi, le lendemain et le surlendemain, tu as toutes les équipes qui sont venues. Donc, ça, c'est cool.
qui nous ont aidés. On s'est dit, on va profiter, cleaner tout le resto. Et après, ça te permet aussi de souffler, de faire une première analyse de ton ouverture. Dans l'immédiat où les mecs annoncent ça, c'est comme dit Victor, il y a toute une partie de stock. Donc, tu fais quoi avec tes stocks? Donc, en fait, ma question, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Justement, on avait une super nana qui s'occupait de la com qui s'appelle Camille, qui bossait avec une asso pas très loin de la gare du Nord. Et ils sont tous venus en fait prendre les stocks, les transformer dans la cuisine d'un appart au-dessus, et on les a distribués à des gens dans la rue. Ça, c'est le premier truc qu'on a fait avec les stocks. Donc cool, parce qu'il y avait beaucoup de stocks, donc on a pu distribuer pas mal de repas. Après, on clean le resto, et après, il se passe une semaine où on accuse le coup, on essaie de comprendre ce qui se passe sur le chômage partiel, sur le truc, mais on n'y comprend franchement rien. Ils ont été vachement efficaces, donc on l'a quand même compris très vite après. Mais, beaucoup de webinars. Ça c'est trop cool. Franchement, l'univers food, Startup Nation, parfois on le critique, mais dans ce moment-là où tu as accès à 1 milliard de contenus gratos qui t'expliquent en fait ce qui se passe, tu as 1 milliard d'annonces différentes dans le gouvernement, et ça nous a beaucoup aidé. Donc pendant une semaine, on met tout ça en place, on essaie de voir ce qu'on peut faire avec le staff, ce qu'on peut faire avec les crédits, les loyers, les machins. Et une fois qu'on a accusé le coup d'une semaine, on a essayé de se bouger un peu le cul, on a réouvert pour les hôpitaux. On a découvert le mot click and collect. C'est pas encore, c'est après ça. Non mais click and collect, c'était bien après, parce que sur le premier confinement... Oui, mais il faut se rappeler qu'à ce moment-là, c'était censé durer 2 semaines, même si tout le monde commençait à dire, attends, ça va durer 1 an, et puis en fait ça va être la guerre. Mais à la base, c'est 2 semaines. C'est que tu te dis, ok, dans 2 semaines, je réouvre, tu vois. Et en plus, surtout, à la base, sur ce premier confinement, et c'est différent du dernier, c'est que c'était fermé, mais genre, la vente à emporter, personne n'y avait pensé, quoi. C'était fermé. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rouvert 3 semaines pour servir à manger à l'hôpital de la Rébroisière à côté, avec une asso qui s'appelait... J'ai besoin d'eux. Exactement. C'était une super expérience. Moi, ça m'a permis d'être en cuisine en cuisine pour la première fois. C'était trop cool. Et ne pouvais plus le voir en cuisine, le chef de cuisine. J'étais nul. Il était naze. C'est ce mauvais syndrome de non mais je vais filer un coup de main. Exactement. Va boire un café, ça fera du bien. Et voilà. Et après, donc ça a duré quand même 1 mois. Et après, on a réalisé qu'on pouvait faire, en fait, qu'il y avait des gens qui faisaient de la vente à emporter. Et donc tu sais qu'on rêve de rencontrer le mec qui a commencé à le faire, parce que tout le monde te dit la même chose, tout le monde te dit, parce qu'en fait j'ai vu un gars machin, mais moi j'aimerais bien savoir qui c'est le mec qui à un moment s'est dit bon allez tous vous faire foutre, en fait, moi j'ouvre les portes et puis je vends. Mais c'est juste, tu vois, on a vu, moi j'ai vu des scènes, j'ai passé le premier confinement à Paris, et je me rappelle très bien, je vais chercher un truc, je sors de mon kilomètre et je vois à 15h un bar. Genre le mec, la porte ouverte avec une tireuse et qui servait des pintes. Et je me dis quoi, mais c'est quoi, tu vois, tu te dis, il y a un mec à un moment qui a dû se dire vas-y, je vais faire des sandwichs. Tu sais quoi, je vais faire des sandwichs. Thierry Breton l'a fait très très tôt. Thierry Breton, lui, il a fait de toute façon, je m'en fous, moi, j'ouvre les portes, je sors, il mettait toute sa cam. En plus, il continue à produire en boulangerie. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que les gens aussi avaient oublié le goût de la pression de la bière. Alors ça, les gens qui tapaient, qui faisaient bon allez, s'il te plaît, tu me fais une petite bière quand même. Et à la fin, c'est n'importe quoi. Il y avait 15 personnes dans le resto qui voulaient juste des pressions. Donc du coup, vous avez mis en place la vente à emporter du click and collect. Comment ça s'est passé? Parce que on est d'accord, vous avez une offre de brasserie, c'est pas le truc le plus pratique au monde. Alors justement, c'est foiré. On a testé plein de trucs. Ça allait du kit de côte de veau à faire chez toi. C'était de la balle, mais en fait, ça s'y prêtait pas, surtout pour le midi. Une offre de brasserie compliquée en takeaway le midi. Tu vois, on a essayé de faire des hachis parmentiers, des pressés de veau, des bœufs bourguignons. C'était pas l'époque. Et puis les gens, ils avaient pas envie de réchauffer les trucs. Le soir, on faisait des kits pour faire une côte de veau. Alors franchement, c'était chambé, mais les gens, ils en avaient marre. Ils avaient fait de la bouffe chez eux pendant 1 mois, donc ils voulaient juste des trucs prêts. Et on a assez vite changé. Donc ça n'a pas marché. Et on a assez vite changé sur une offre un peu plus street food. On a un second, Baptiste, qui kiffe trop ça et qui a adoré le faire. Donc il a créé une offre de sandwicherie un peu plus street food, toujours liée brasserie et terroir français. Et ça a bien marché. Enfin, ça a bien marché. C'est anecdotique par rapport à ce qu'on faisait avant, mais au moins ça nous a permis. En quelques chiffres, on faisait en gros 10% de notre chiffre d'affaires. Donc ça te permet de payer tes charges fixes. Nous, on a la chance de ne pas avoir un gros loyer, donc ça nous a permis d'économiser un peu d'argent. Mais PGE, en note PGE.
PGE, ouais. PGE, c'est Charlie qui s'en est occupé. Ouais, PGE. Alors, PGE. Après, bon, c'est un truc que tu dois rembourser, donc c'est pas vraiment une aide. Enfin, si. Bah, en fait, concrètement aujourd'hui, ça va parce que on avait juste à peine un an d'exercice et on avait été très prudent au début pour parler des finances. Hein, on avait été très prudent au début, donc on était parti avec beaucoup de trésor avant d'ouvrir le resto. On a bien marché, donc on a réussi à générer un peu de trésor et avec franchement, chômage partiel, merci la France qu'ils ont géré là-dessus un truc de ouf. Et chômage partiel plus PGE, plus un loyer pas trop élevé sur cette période de premier confinement, ça allait. Après, on n'est pas l'année prochaine où il faut rembourser le PGE. Mais ouais, et puis après, c'est ça, tu as une certaine inertie parce que tu as, mine de rien, les congés payés, les employés continuent à en avoir. Et le PGE, on n'a pas commencé à le rembourser. Donc. Oui, suite, tu sais, c'est comme si, pour l'instant, la suite, elle n'existe pas. Ouais, exactement. Non, mais là, ça va. Après, si tu dois multiplier ta dette par 4, c'est ton problème, tu vois. Ça, on verra. Si tu as gros PGE plus gros loyer et que tu as en plus un ou deux restos, ça peut être compliqué. Alors, on s'est rendu compte que c'est vraiment... Enfin, la situation, elle est différente pour chaque restaurateur, tu vois. Typiquement, tu disais, on a la chance d'avoir un petit loyer. Il y en a qui ont réussi à avoir la chance de négocier avec le bailleur des réductions, voire des franchises. Puis par contre, t'en as d'autres qui ont des gros loyers parce que bon corner, bien premium dans le Triangle d'Or. Et alors eux, autant te dire qu'ils ont vu leur trésor, leur PGE débiter mois après mois en mode... Et puis tu peux rien faire. Quand tu payes 20 000 euros de loyer par mois, tu vas faire quoi, tu vois. C'est ça, t'as raison. Je pense qu'il y a 1 million de cas différents et 1 million de galères différentes. Tu vois. Nous, on l'a vécu comme ça, mais ça peut être... il y a tellement de paramètres, en fait. L'État nous a beaucoup aidé, je trouve. Ils peuvent continuer à nous aider un peu plus. Ouais. Ah oui, n'hésitez pas. C'était Emmanuel, au début, on était au premier mois de confinement. Après, non, pas encore, putain. Bah justement, du coup, vous lancez appelons ça le Click and Collect. Hein. Ouais, Click and Collect. Le fameux mot de l'année. Ça commence à prendre. Bon, certes, 10% du CA, mais quand même, il y a des clients au rendez-vous. Là, c'est quoi? C'est uniquement vente à emporter et précommande. Il n'y a pas de livraison. Ouais. Non, pas de livraison. Après, on pourra en parler, je peux en parler 2 heures, de pourquoi on ne fait pas de livraison. Enfin, du moins, pourquoi on ne faisait pas de livraison sur les acteurs classiques, pour ne pas les citer, Deliveroo et Uber Eats. On ne voulait pas forcément passer avec eux parce qu'on ne collait pas sur les valeurs, quoi. Bizarre. Et pardon. Tu prends les pincettes. Je suis enregistré, donc. Bon, rassure-toi, il y en a qui se sont lâchés. Non, Uber Eats, cette année, t'as droit. Et sur le deuxième confinement, je pense qu'il y a des acteurs qui ont émergé et qui repensent la livraison plus éthique, quoi. Tu me fais penser à Resto.Paris, par exemple. Ouais, Resto.Paris. Nous, on est sur TikTok. Bah, là, on fait un gros pas en avant parce qu'on l'a mis en place avant-hier. Mais Bon, alors, on en parle après. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est du coup, dans votre tête, à la fin du premier confinement, donc on sait que ça va réouvrir, certes, avec c'est ce dont on va parler juste après, avec des nouvelles réglementations sanitaires. Il me semble que vu la configuration de votre établissement, vous avez dû repenser l'intérieur, voire même, non mais en plus je dis une bêtise, au départ il n'y avait même pas d'intérieur. Non, il n'y avait pas d'intérieur au début. Donc construction d'une terrasse que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Ouais. Alors, je me permets juste sur le premier confinement, il y a un truc qu'on a fait qui est très, très important, ça m'y fait penser, c'est que nous on est beaucoup dans la boîte, on est une quarantaine en opérationnel. Et forcément, le click and collect, ça concerne 2 personnes ou 3. Donc, qu'est-ce que tu fais des autres? Et on a fait un truc vraiment bien avec les RH, c'est de les mettre tous en formation. Et ça, pour le coup, c'était vraiment top parce qu'à l'époque, tout le monde était vraiment confiné chez soi et ça nous a permis de créer des liens avec des mecs qui se connaissaient pas forcément très bien entre la cuisine et la salle sur des thèmes pour parler de vin, pour apprendre à parler italien, sur des trucs comme ça. Ils ont fait ça pendant 1 mois et ça a vachement soudé les équipes. Et ça, pour le coup, c'était un truc super positif du premier confinement. Et ben on retient. Donc, et après, installation. Nous, on avait déjà une terrasse, terrasse éphémère. On l'a construite pour le. Ouais, on a construit. On avait déjà une terrasse, on a construit une terrasse éphémère. Ça super move. Enfin, franchement. Le terrasse Hidalgo, ça. Ouais. Je vais pas faire de politique, mais. Terrasse éphémère, trop cool. Ouais, enfin moi j'aime bien voir Paris avec des terrasses plutôt que des
Des voitures. Mais j'ai peur de ce que je dis maintenant. Écoute, on peut pas lui enlever. Enfin, on peut pas. En tout cas, on peut pas enlever à cette initiative. Non, pour les restaurateurs, c'était top. Ouais. Puis tu te retrouves. Enfin, je te rejoins complètement. Tu marches dans Paris. Il y a des mini terrasses de partout. Autant que t'as des trucs. Le mec, il a trouvé des chaises à la déchetterie. Il a mis 3 palettes. T'en as d'autres qui construisent des trucs lunaires et tout. Enfin, franchement, c'est génial. Et puis surtout, dis-toi quand même que les mecs, tu viens de te coltiner un confinement chez toi, à regarder tes voisins et à applaudir les soignants tous les soirs. Forcément, ça explose. Comment ça s'est passé du coup la réouverture estivale pour vous ? Incroyable la réouverture. Enfin, on a réouvert, je pense pareil. On a repris 400 personnes. Tout le monde était là. Entre autres, tous les habitués qui passaient déjà un peu pendant le click and collect. Mais ça a remarché dès le lendemain, quoi. Un petit moment d'adaptation encore parce que les équipes, tu vois, quand t'es resté 3 mois sans faire de service. Puis surtout, on fait plus. Au début, on avait la terrasse. Là, nous, on a la chance d'avoir une grande devanture, donc on rajoute en plus de ce qu'on avait bien 60-70 places, quoi. Donc les mecs, ils arrivent, les gens étaient comme des oufs, ils voulaient que aller au resto. Et non, c'était assez chaud, mais c'était marrant. Et pour le coup, grâce à la terrasse éphémère, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Donc la terrasse, au départ, c'était simplement une terrasse, parce qu'il me semble qu'il y a un moment où vous avez même intenté une construction à l'extérieur, c'est ça ? Non, on n'a pas tenté, on l'a fait. On l'a fait, oui. On a fait un comptoir de la mer, on faisait des produits de la mer, des huîtres, des bulots, de la truite, on a fait ça pendant tout l'été. Ça, c'est des petits délires qu'on se tape. C'est le chef qui fout un peu la merde. Non, mais si on vendait un peu des coquillages et des crustacés, là. C'est cool, franchement c'était cool ça. Ouais, ça a bien marché. Donc financièrement aussi un soulagement, j'imagine. En tout cas, au moins tu te dis ok, potentiellement on met pas la clé sous la porte dans 3 mois. Donc l'été se passe bien. Mois d'août, vous avez bien bossé ? Ouais. On bosse bien le mois d'août. Nous, on a la chance aussi d'être dans un quartier où il y a un peu de tout et on ne dépend pas des touristes. Ouais. D'habitude, on a pas mal de touristes parce qu'on est juste à côté de la gare du Nord. Mais on ne dépend pas d'eux. On a surtout beaucoup d'habitués, beaucoup de jeunes, on a des bureaux. Bon, là, ça marche un peu moins, mais on dépend de personne. Il y a des vieux, des jeunes, des couples, des groupes de potes. Et donc, on a la chance d'être dans ce quartier-là qui ne dépend pas des touristes. Donc, même en août, il y a plein de Parisiens en août. Ouais. Il y a aucun resto ouvert dans notre périmètre de 1 km. On est le seul. Donc, du coup, en août, on marche bien. Ouais. Bon, donc, la réouverture s'est bien passée. Ouais. Et là, petit kiff. Deuxième, ouais. Couvre-feu. Non, il y a couvre-feu d'abord. Couvre-feu. Ça, c'était l'enfer. Couvre-feu, vous avez décidé de rester ouvert ? Ouais, nous, on veut rester ouvert tout le temps, en fait. T'as bien raison. Normalement sur une année complète, on est fermé que 2 jours, le 24 et le 25. C'est ce qu'on s'est dit sur le projet, on veut rester ouvert tout le temps. Bon, cette année, on va fermer un petit peu plus longtemps pour la période de Noël. Mais couvre-feu, tu sens que ça commence à puer, quoi. Ouais. Donc cette fois tu le vois venir. Ouais, là tu le vois venir, t'anticipes. Après, tu vois, le chef a anticipé ses stocks. On a quand même une grosse perte de CA. Tu dois perdre 25%, quoi, à peu près. Peut-être un petit peu moins, 20-25%. Et après, bon voilà, le deuxième confinement arrive. Là, pour le coup, t'es rodé. Tu lances direct ton truc de click and collect. Tu regardes la livraison. T'as déjà toutes les formations qui sont anticipées par notre DRH. Chômage partiel, tu comprends comment ça fonctionne. Ouais, chômage partiel, tu fonctionnes. La locomotive est en marche, c'est parti. Vous nous en mettez un 3e, un 4e, là on dégomme tout. Hein. S'il te plaît. Non, je suis pas chaud. Non, c'est une blague. C'est pas ça, parce qu'il y en a qui vont le prendre au sérieux. Ah oui, pas de souci, allez, c'est parti. Non, mais après, voilà, pareil, ce deuxième confinement, c'est les mêmes problématiques, quoi. C'est une grosse perte de chiffre d'affaires. T'essayes un peu de générer un peu de trésorerie, mais bon, ça reste anecdotique, quoi. Toujours la même offre en click and collect. Vous avez fait bouger des choses. Alors ça a bougé un peu. Ouais, ça bouge pas mal. Du coup, on a fait offre un peu fast-food du second le midi, qui a bien marché tout de suite. Street food. Street food, je pensais. C'est vrai que c'est quand même un peu plus sympa. Je pensais à street food. On a fait. Non, mais on fait des trucs de ouf. On fait des tartares de Salers dans les baguettes. C'est vraiment, vraiment top. Ce qu'on fait en street food, pardon. Ouais. Et ça, c'était pour le midi. Et le soir, on tentait des trucs. Ça n'a pas bien marché au début. Et là, depuis ça fait 3 jours, on est passé sur TikTok avec une grosse réflexion sur la livraison. Alors, on s'est posé pas mal de questions. On va peut-être en parler un petit peu parce que c'est un sujet pour tout le monde.
avec plein d'avis différents. Nous, on a toujours été contre le principe même de livraison, sans parler de la plateforme, mais on s'est toujours dit, nous, notre offre, elle ne peut pas s'adapter à du transport, quoi. C'est bizarre, tu vois, quand tu dis ça, j'ai l'impression de revenir quelques mois en arrière et d'écouter Tigran Sedou lors d'un plateau avec le Fooding, où justement il expliquait par A plus B à quel point la pizza ne peut pas être livrée. Et pourtant aujourd'hui... Et pourtant aujourd'hui. Non, mais c'est même pas une question d'offre aussi, c'est une question aussi de se dire, nous, ce qui est important, c'est que c'est toute l'expérience globale quand tu vas dans le restaurant, quoi. C'est même pas que la bouffe qui se transporte ou qui se transporte pas, quoi. Mais ce qui est cool, c'est quand tu vas à Bélanger, que tu vois, comme je disais tout à l'heure, les cuisiniers travailler, que tu as l'ambiance de la salle, le serveur qui vient de parler. L'expérience, c'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette. Ouais, exactement. Exactement. C'est terrible, mais du coup, c'est comment, d'une manière ou d'une autre, t'adapter pendant cette période-là et d'arriver à retranscrire une expérience qui, du coup, ne sera jamais la même. Tu vois, on a vu des restaurateurs qui balancent une playlist. Il y en a certains qui travaillent un packaging vraiment, on va dire, un peu plus élaboré que les boîtes que tu peux trouver habituellement. Je sais bien que quand t'as prévu ton BP, tu t'es pas dit, bon, alors du coup, en fait, c'est juste une salle, on vend à bouffer et puis voilà. Ouais, mais du coup, la précision pendant cette période-là, elle est importante. Nous, on se voit jamais, on est plus confiné, on fait plus de livraison, il n'y a pas de débat. C'est pas un truc que vous voulez pérenniser. Nous, notre métier, c'est l'hospitalité, quoi. C'est recevoir des gens, c'est là où on se marre et c'est pas foutre des sacs dans un scooter Deliveroo, quoi. En gros, donc on n'a pas envie de faire ça, mais ou d'ouvrir une dark kitchen, quoi. Ou d'ouvrir le pire truc du monde, c'est ça pour moi. C'est vraiment l'opposé complet de ce qu'on a envie de faire. On changera peut-être d'avis un jour. Hein, tu sais, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Peut-être, mais peut-être qu'on n'aura pas le choix. Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas le choix. Donc, on s'est posé la question de comment on va réussir à adapter notre offre à de la livraison et comment on peut éviter de financer un service pas forcément ouf et en plus de se faire prendre 30%, ce qui est plus cher que le prix de la bouffe dans ton assiette. Donc on a essayé de trouver un truc qui convenait un peu avec nos valeurs pendant cette période courte et on a regardé Resto-In qui avait l'air top et finalement on passe avec TikTok parce que on connaît des mecs, Franck Baranger du Pantruche qui bossait avec eux, il m'a dit vas-y fonce. C'est génial. Donc il y a des beaux restos et puis ils ont une collaboration avec le guide Michelin. Oui, c'est pour ceux qui ne connaissent pas TikTok, c'est un TikTok, c'est ça. Pas TikTok. Tout le monde. C'est un positionnement qui est quand même haut de gamme. Je sais pas si c'est le bon terme, mais qui tend plutôt vers la gastronomie, parce que à la base leur pitch c'est la cuisine des chefs dans ton entreprise. Si je dis pas de bêtises, c'est un truc un peu comme ça. Donc c'est bien. Et puis c'est je trouve cohérent avec toute la démarche qu'il y a derrière et le fait de sourcer des bons produits et de vouloir vendre un truc à des prix abordables, mais avec de très bonne qualité. Vous avez, j'espère, choisi de bons partenaires. En tout cas, je vous souhaite. On est très contents, en tout cas. C'est vrai. Ça commence à bien prendre. Ça, c'est top. On arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette interview. Avant que je vous pose les deux dernières questions qu'on pose à tout le monde, là, aujourd'hui, au moment où on tourne cette interview, on est pendant le deuxième confinement. On espère, croisons les doigts si tout va bien, que d'ici peu, on sera déconfinés. Tous les deux, vous êtes dans quel état d'esprit, là ? On est trop chaud. Ouais, on est chaud bouillant. On est trop chaud. Clairement. Non, on est chaud bouillant. On n'arrête pas nos projets. Là, on va rouvrir dans 4-5 mois, une nouvelle brasserie. On continue à en chercher d'autres. On continue, on fonce, quoi. C'est ce que je voulais entendre, putain, ça fait du bien. Non, mais c'est important aussi pour les gens qui nous regardent, pour les restaurateurs qui se posent des questions, qui parfois se sentent seuls. D'entendre que non, il y a des mecs qui continuent à se développer, à penser à la suite, et c'est important. Et franchement, et puis surtout qu'il y a une certaine inertie quand tu montes un projet. Donc, si t'es pas chaud maintenant et que t'attends la fin du confinement pour relancer la machine, tu perds du temps, quoi. Ouais, complètement. Ok les gars, merci beaucoup en tout cas de tout ce que vous nous avez raconté. Du coup, j'ai deux questions. La première, si 2020 était un plat, ça serait quoi ? Paris-Brest pour moi. Pardon, je t'ai coupé. Non, moi, un bon plat mal assaisonné. Un bon plat mal assaisonné. Et pour toi ? Non, Paris-Brest. Paris-Brest, ouais. C'est le meilleur Paris-Brest du monde. C'est vrai qu'il est très bon. Je sais pas si c'est le meilleur du monde, mais en tout cas, il est très bon. Paris-Brest est un bon plat, mais sans assaisonnement. Et ma dernière question, c'est, là, on s'est parlé tous les trois. Peu importe l'époque, peu importe les frontières, si on avait pu avoir une quatrième personne avec nous aujourd'hui, ça aurait été qui ? Moi, je pense que c'est Gérard Depardieu à table.
J'ai pas réfléchi à la question. Je sais pas, un mec pisse, un Bob Marley. Alors je pense que là on aurait le meilleur plateau de la planète. Depardieu, Bob Marley, c'est sympa. Et Gérard Depardieu, si vous nous entendez, mon Dieu, mais je rêve de vous avoir à table. Oh, Lucchini, c'est sympa. Un peu starbé. Là, costaud quand même, là faut t'accrocher. Ouais. Depardieu, je pense qu'il faut t'accrocher aussi. Pas pareil. Tu lui mets quelques quilles, puis tu vois, il peut rester dans son coin. C'était l'émission qu'ils avaient fait là, qui était top, avec Depardieu, je sais pas comment ça s'appelait. Un truc bien sympa. Ça nous inspire pour la suite. Ouais. Écoutez, encore une fois, Victor, Charlie, merci beaucoup. C'était top de vous avoir. Bon courage pour la suite et on a hâte que ça réouvre pour revenir manger le meilleur Paris-Brest de Paris. Avec grand plaisir. Ciao les gars, merci beaucoup. À plus.